Hello tout le monde! J'espère que vous allez tout bien. On va attendre Arnaud et Stéphane qui vont nous rejoindre. Hop, voilà. Coucou tout le monde. Coucou Alexandrine. Alors du coup, il y a Arnaud et Stéphane qui vont nous rejoindre. Hop. Tac, je les accepte. Ils vont arriver. Parfait. Yes, donc là on a Arnaud. Bienvenue Arnaud. Hello, Trop hello. plaisir d'être en live avec toi. Pareil, trop cool pour Ouais, ta ouais. communauté, pour notre premier live. Yes. Non, mais c'est trop cool, il faut fêter ça. Trop bien. On attend encore Stéphane, ton collègue. Du coup, j'espère que ça Yes. joue pour lui pour rejoindre. Pour l'instant, il m'a pas encore demandé. Mais tac. Mais oui, il va arriver. Arrive. Tu vois du coup les commentaires, Arnaud? Ouais, Ouais. il y a Oui, Lolo, parce que 17 t'as des 87, hello. salutations hein, d'emblée, tu vois. Non, mais franchement, quelle star cet Arnaud. J'ai Tout de j'ai suite, des t'as les fans. fans, tu vois. Mon Dieu, je savais que je vais faire un C'est live avec toi plus tôt. ça. Même à l'autre bout du C'est monde, on arrive ça. à avoir des lives. Ah, bah, il Donc est là, là, Stéphane. Stéphane nous a rejoint. Voilà, voilà. Parfait. Hello. Cette fois, ça a fonctionné. Trop cool. Bon, en tout cas, moi, je suis toute excitée pour ce live avec vous, messieurs. Ça va être une bombe. On vous a préparé un truc de fou. Et ce soir, on va vraiment parler des croyances en fait qui vous empêchent peut-être à perdre du poids, messieurs, dames qui nous écoutez. Donc déjà, je propose que vous commencez par vous présenter, Stéphane et Arnaud. Vous nous dites un petit peu qui vous êtes et que vous nous parlez de Ciel que vous avez développé ensemble. Yes, ça marche. Bah, je commence, Stéphane, si ça joue pour toi. Alors, bah, moi, c'est Arnaud Muller. Je suis formateur d'adultes, coach, et spécialisé dans tout ce qui est le leadership et l'intelligence émotionnelle. J'ai une carrière qui est un peu atypique. J'ai commencé comme cuisinier, j'ai travaillé à l'armée pendant plus de 15 ans et après, je me suis expatrié en Polynésie française où j'habite actuellement avec ma famille. Et bah, durant mon travail de mémoire de master, j'ai travaillé sur l'intelligence émotionnelle et la motivation. Et c'est un petit peu comme ça que Ciel, le centre de l'intelligence émotionnelle, est né. C'est que on a parlé de ça avec Stéphane, on avait les mêmes valeurs et on a dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose dans ce domaine-là, pour les leaders, pour les managers, pour toutes les personnes qui sont en lien avec la conduite d'une certaine manière et ces compétences soft, comme on appelle les soft skills, qui est en lien avec le social et l'émotionnel. Et puis, on s'est mis à l'ouvrage avec Stéphane et on a fait ce projet qui s'appelle maintenant Ciel, qui est plus un projet parce qu'on a des formations, on a des choses qui sont live. Donc, voilà un peu sur ma personne. Je suis marié, j'ai 37 ans, j'ai 3 enfants. Voilà. Stéphane, je te laisse te présenter. Merci, oui, avec plaisir. 3 ans que j'ai la chance, le plaisir, le bonheur d'accompagner des gens, des cadres en entreprise, en école, dans le domaine de la communication, du leadership, des personnalités difficiles, entre autres. Hein, c'est pour ça que, non, j'allais taquiner un peu Arnaud, c'est pour ça qu'on s'est connus. Mais au-delà de ça, c'est, non, il faut mettre un peu de légèreté quand même. J'ai la chance de vivre de ma passion, et ça fait 23 ans. C'est les thèmes le thème d'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui est venu au fil des années aussi, parce que on parle beaucoup de QI, et puis je me suis beaucoup intéressé à ça. J'ai un parcours aussi, j'ai fait de la psycho, j'ai fait une formation en maître praticien PNL, enfin, programmation neuro-linguistique pour ceux qui connaîtraient pas, et puis d'autres choses, j'ai pas arrêté. Et puis pour le côté privé, ben voilà, je suis papa de 4 enfants, et j'ai 57 ans, voilà, comme ça.
voyez mon teint. Voilà. Voilà pour le côté plus perso. Et j'ai vraiment le plaisir et je me réjouis d'être avec vous ce soir. J'espère que vous aurez aussi des questions. On va essayer de rebondir clairement sur les questions que vous amenez. Pour Arnaud et pour moi, c'est assez nouveau. C'est même nouveau de faire des lives. On a déjà commencé à faire des podcasts, mais voilà, live. Et puis pour parler juste de Ciel rapidement, alors c'est vrai que chez Ciel, on propose aujourd'hui des formations, différentes formations. On propose aussi de l'accompagnement et du coaching dans le cadre de cette thématique-là, de l'intelligence émotionnelle, pour des particuliers, mais en particulier aussi dans les entreprises. Voilà quelques éléments. Après, on ne va pas s'attarder là-dessus ce soir. Mais ouais. Purée, vous avez les deux, chacun un monstre parcours qui est hyper riche et bah, du coup, je me réjouis de partager tout ça avec vous. Enfin, tout ce que vous avez à dire par rapport bah, justement aux émotions, comment c'est lié à la perte de poids, etc. Et puis j'ai vraiment l'impression que vous êtes super complémentaires en fait. C'est ça que je trouve monstre intéressant en fait. Donc ouais, non, je me réjouis vivement qu'on attaque les questions. D'ailleurs, je vais commencer avec la première question. Et je vais vous demander, du coup, j'ai déjà ma petite idée en tant que coach, mais bah, d'après vous ou selon votre vision des choses, pourquoi est-ce que les émotions et la perte de poids peuvent être liées? Qu'est-ce que ça peut avoir en commun en fait? Bah, je vais te dire ça simplement. Pour moi, il y a tout qui est lié à l'émotionnel. Des fois, on se dit qu'on est des êtres hyper rationnels, on veut tout mesurer, on fait des listes, on veut contrôler les choses. Mais aujourd'hui, on le sait, il y a pas mal d'études qui sont faites là-dessus. Nous, on en a lu aussi beaucoup avec Stéphane et on voit que 80 à 90% des décisions qu'on prend dans notre vie, elles sont purement émotionnelles. Toi, je de la voiture, tu vas acheter une voiture, tu vas d'abord voir si tous les critères dedans ils correspondent à ce que tu veux, mais tu l'as déjà acheté dans ton cœur si elle te plaît émotionnellement. Après, c'est juste te rassurer rationnellement si, si ça match. Donc, avec l'alimentation, ben, je sais que tu as eu un podcast aussi, un live il y a quelques semaines avec l'alimentation émotionnelle. Ben, on voit qu'on est lié émotionnellement à ce qu'on mange et toutes les compétences émotionnelles qui sont en lien avec ça. Donc, je pense que le lien, il est assez rapidement fait et tout le monde le comprend que nos décisions, notre vie, elle est émotionnelle. Donc ça, c'est un peu mon point de vue par rapport à Après, ça. ce que je peux ajouter aussi, c'est effectivement, on parle d'intelligence émotionnelle, mais il faut savoir que c'est un ensemble de compétences. Et puis, on parle aussi de différents cerveaux, hein, mais on parle aussi du deuxième cerveau qui est plutôt au niveau du ventre. Mais dans l'intelligence émotionnelle, il y a plein de compétences. Et dans ces démarches aussi au niveau alimentaire, hein, de peut-être revoir ses habitudes, etc. Il y a des éléments clés, par exemple, c'est déjà d'avoir conscience de soi, de surmonter des peurs, des croyances par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à la société. Ces éléments-là sont extrêmement importants parce qu'ils nous permettent de, de comprendre comment on fonctionne pour justement faciliter peut-être aussi, ou en tout cas optimiser une démarche quand on revoit son plan alimentaire ou sa manière de vivre d'une manière générale. Hein. Et c'est clair que on parle souvent de croyances aidantes ou limitantes, on pourra détailler un petit peu ça tout à l'heure, mais aussi des peurs qui sont en fait des super alliés quand on comprend quel est le rôle des peurs, parce que finalement, qui n'a jamais eu peur? Et on sait que 95% des peurs sont pas rationnelles. Donc, elles sont liées à ce qu'on se représente de ce qui va arriver, de ce qui potentiellement peut être. Donc, évidemment qu'il y a un lien avec l'alimentation. Du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport aux croyances limitantes. Bah, est-ce que tu peux un peu nous donner des indications sur, enfin, l'un de vous deux, sur bah, qu'est-ce que c'est? Et puis, bah, comment est-ce que ça peut se manifester ou venir entraver justement un parcours de perte de poids? Ouais, alors on a tous je vais essayer de répondre en partie, puis Arnaud pourra compléter ou rebondir, parce qu'on a l'habitude aussi de fonctionner comme ça. On est un peu comme un vieux couple. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous un instrument génial, ça s'appelle le cerveau. Donc, c'est une bonne nouvelle hein, en soi, parce que ça veut dire qu'on a un outil qui est extraordinaire. Puis, il faut s'imaginer un petit peu métaphoriquement parlant, nos cerveaux un peu comme une grande ville, voilà, avec plein de quartiers qui sont spécialisés. Et en particulier, on a ce qu'on appelle les autoroutes neuronales, parce que on parle d'habitudes alimentaires aussi.
Donc, quand on parle d'habitude alimentaire, bah, une habitude, elle se prend avec le temps, c'est une notion de répétition. Et quand on décide, par exemple, de changer une habitude, quelle qu'elle soit, que ce soit alimentaire ou ailleurs, on a ces autoroutes neuronales qui sont finalement comme comme on peut parler de quartiers, on a trois quartiers principaux. C'est le quartier de l'amygdale qui est plutôt notre vigile, qui va nous protéger, qui est toujours aux aguets, qui a quelque chose d'extrêmement court en termes de temps de réaction, donc pas forcément réfléchi. Donc c'est lié à la peur, par exemple. On a ce qu'on appelle l'hippocampe, pour pas aller trop dans le détail, mais c'est le monde des émotions, mais aussi de la mémoire ou de la mémorisation. Donc ça nous aide beaucoup. C'est pour ça que des fois, on a des souvenirs extrêmement précis. Et quand on a eu une émotion forte, qu'elle soit positive ou négative, des fois on dit, je me souviens comme si c'était hier. Et puis on a la partie la plus tardive à se développer, qui est le cortex préfrontal là, sous le front, puisque frontal, qui est tout le domaine du raisonnement, donc de la réflexion, de l'analyse, de la compréhension. Donc, quand tu prends des habitudes, ben, ça permet au cerveau d'être économe en énergie, donc de pas besoin de trop se poser des questions. C'est pour ça que l'être humain n'aime pas trop les changements. Mais en même temps, en prenant ces habitudes-là, ben, elles peuvent être bonnes à un moment donné de la vie, et puis elles peuvent être moins bonnes à un autre moment de la vie. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Et ces croyances limitantes, ben, c'est quelque chose qu'on a ancré avec le temps. C'est pas un fait, mais c'est là, à la base, la peur ou les croyances sont souvent là avec une fonction plutôt de protection. Sauf qu'à un moment donné, ils peuvent nous desservir. Voilà pour répondre un peu brièvement. Je ne sais pas si Arnaud, tu voulais compléter. Mais c'est pour donner un peu une compréhension de croyances limitantes. C'est tout ce qu'on croit sur nous avant toute chose, mais sur le monde aussi, mais qui ne sont pas des faits. Je pourrais développer après si on veut. Bah, écoute, je pense que c'est déjà assez complet par rapport à ça. Et puis, il y a deux questions qui sont apparues dans le chat pendant ça, je vais peut-être répondre à une qui est celle de Loïc qui parlait du stress et de la perte de poids. Est-ce que le stress fait perdre du poids, etc. Ça, on profite aussi d'en répondre au fur et à mesure. Et puis peut-être Stéphane, tu auras un avis sur le deuxième cerveau. Est-ce que l'estomac est notre deuxième cerveau, vu que tu parlais du cerveau avant? Donc peut-être qu'on arrivera à rebondir directement sur les deux questions. Écoute, Loïc, pour la perte de poids et le stress, moi je pense qu'il y a deux choses à voir. C'est que on réagit tous de manière différente au stress. Mais le stress a réellement un impact sur ton métabolisme parce que quand tu es stressé, tu vas libérer du cortisol. Donc, en fin de compte, il y aura un impact sur ton corps et sur ce qui va se passer. Je connais des personnes, quand ils sont stressés, ils prennent du poids parce que ça chamboule tout le métabolisme. Et je connais à l'inverse des personnes, quand ils sont stressés, qui vont perdre du poids. Donc, je pense que chacun a un métabolisme un petit peu différent en relation avec le stress. Mais plus important pour moi, c'est vraiment la gestion émotionnelle et la gestion du stress dans le quotidien, qui permet de réguler tout ça. On a tous des pics de stress, on a du bon stress, on peut appeler le distress, et le stress qui est le mauvais stress, et on a tous besoin d'une certaine manière d'avoir du bon stress pour fonctionner. Et c'est cool que ce stress devient négatif d'une certaine manière et qui va influencer notre métabolisme, notre psyché, et c'est la régulation pour moi qui est très importante avec le stress pour pouvoir fonctionner sur le long terme. Donc j'ai pas une réponse claire à te donner si ça fait perdre du poids. Je pense que c'est vraiment propre à chaque métabolisme. J'ai pas les compétences, on va dire, médicales pour donner une réponse juste, mais d'expérience, ce que j'ai pu voir, c'est ce que je peux répondre. Donc oui, il faudrait le canaliser. Je peux aussi compléter avec le fait que le stress, ça peut aussi avoir un impact sur ton sommeil, qui lui a aussi directement un impact sur les hormones de la faim. Donc clairement, si par exemple tu dors mal parce que tu es stressé, clairement ça peut donner lieu à tout d'un coup plutôt une plus grosse faim le lendemain ou des pulsions, des choses comme ça. Donc après c'est tout est lié en fait, mais ouais, trop intéressant. Il y avait la question de Sylvie aussi. Du coup, Stéphane, je crois d'après ce que Arnaud disait, serait plutôt toi qui répondrait, qui demandait que si l'estomac serait plutôt le premier ou le deuxième cerveau. Alors, clairement, c'est le deuxième. Et puis, l'estomac ne réfléchit pas. Par contre, il y a des neurones, ça, aujourd'hui, on le sait en science, et qu'ils interagissent avec le cerveau. C'est quelque chose qui est... Il faut imaginer un peu le corps comme... s'il y a un élément qui dysfonctionne, il impacte tout le reste, quoi. Donc, on ne peut pas, à un moment donné, être bien si à un moment donné, il y a un élément ou un organe chez nous qui dysfonctionne. Et j'aimerais juste encore compléter par rapport au stress. Il faut garder à l'esprit qu'il y a des niveaux de stress. On parle du stress, mais il y a différents niveaux de stress. Et donc,
en fonction du niveau de stress, ça peut être bénéfique. Un stress peut être bénéfique parce qu'il nous pousse à agir, clairement. Par contre, trop de stress et le stress permanent, ben, il a un impact sur quelque chose qui est extrêmement important que tu as mentionné, Fanny, qui est le sommeil. Et le sommeil, ben, c'est un facteur clé pour la santé, pas seulement physique, mais même mentale. Et un manque de sommeil, ça peut vraiment induire beaucoup, beaucoup de biais. Mais tout ce qui est du deuxième cerveau, c'est lié aussi au ressenti, aux émotions. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit j'ai la boule au ventre. Hein, c'est typiquement, ça montre bien que notre organisme encaisse aussi des choses et les émotions, on peut aussi les ressentir à ce niveau-là. Mhm. Donc c'est un deuxième, hein, c'est pas un premier. Ouais, merci pour la réponse, du coup, merci pour la clarification. Il y a Loïc, enfin Lolo 1787, qui demande en fait, est-ce qu'il faut donc canaliser ce stress? Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez dans vos suivis ou pas forcément pour l'instant? Je peux répondre. Alors oui, clairement, ça s'apprend, ça se gère. Après, de nouveau, c'est pour pouvoir gérer le stress, il faut déjà comprendre l'origine. Donc, il faut savoir d'où vient le stress et quel est le niveau de stress. Et en fonction de ça, alors oui, on voit ça aussi dans nos accompagnements, ça fait partie de la vie. Donc, le stress n'est pas forcément néfaste, encore une fois. Oui, ça s'apprend, clairement, ça s'apprend. Et il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui te stresse, c'est quoi l'élément déclencheur, dans quel moment tu stresses, et puis par rapport à quoi, et quel est ton niveau de stress. Et là, on vient sur un domaine aussi très intéressant de l'intelligence émotionnelle qui est la connaissance de soi, ou la conscience de soi. Et pour moi, c'est la base de toutes les compétences. Quelqu'un disait, j'aime bien ça, c'est l'ignorance jouit de son ignorance, le savant souffre de sa connaissance. Donc, à un moment donné, si tu ne te poses pas des questions, tu vas tourner en boucle, hein, en boucle, et puis finalement, on se dit, je ne comprends pas, je ne m'en sors pas, c'est toujours la même chose, je n'arrive pas à sortir de ces habitudes, ce qui est un peu normal, puisque ce sont des habitudes, et tant qu'on n'a pas compris qu'est-ce qui les fait vivre, ces habitudes-là, eh bien, ça va être difficile de les changer, pour ne pas dire impossible. Ouais. Ok. Donc, c'est déjà rassurant de savoir on peut travailler dessus. Oui. Et puis, qu'il y a des choses à faire, c'est top. Donc, pour revenir à ce qu'on disait avant par rapport aux croyances limitantes, en fait, dans la construction de ces pensées mentales, en fait, quel est le rôle de la peur là-dedans? Puis en fait, quel est le message en fait qu'elle veut nous transmettre du coup? On peut aussi faire le lien peut-être avec le stress, parce que quand tu as du stress, tu as peut-être une émotion, puis tu sais pas mettre un mot dessus, tu vois. Alors, c'est une bonne transition avec la peur. Je pense pour comprendre les croyances limitantes, faut d'abord qu'on accueille un peu une vérité qui est un peu surprenante, c'est les peurs, c'est pas un ennemi. Tu vois, les peurs, elles font partie de la vie. On a tous peur à un moment donné. Bah, toi, tu as des enfants, moi j'en ai aussi. Stéphane, il en a aussi. Donc, il y a aussi cette peur avec les gamins quand ils se font mal. Donc, en fin de compte, c'est des choses qui font partie de la vie et elles ont des messages à nous faire comprendre. Et souvent, les messages, ils sont pas toujours très compréhensibles. Et c'est là qu'on parle de conscience de soi, de comprendre les émotions, quelles sont les informations qui sont cachées derrière les peurs, quels besoins elles veulent bien nous communiquer. Souvent, tu vois, la peur, c'est lié à un besoin de sécurité, de dire, voilà, est-ce que je suis en sécurité dans mon environnement? Est-ce que j'ai une bonne stabilité émotionnelle? Est-ce que je peux prévoir l'avenir? Peut-être que certains ont déjà entendu parler de Maslow et le deuxième besoin, après le besoin physiologique, c'est le besoin de sécurité. Donc, la peur, elle est liée à ça. Elle peut être aussi liée à des besoins d'appartenance. En préparant ce live, on a aussi vu qu'il y a beaucoup de liens avec le social. Tu vois, qu'est-ce que les autres vont dire de moi? La peur du jugement. Est-ce qu'on va valider ce que je suis en train de faire? Donc, derrière ces peurs, il y a toujours un besoin qu'on cherche à combler. Et ce qui est intéressant, je pense, pour pouvoir faire le lien avec la croyance limitante que Stéphane t'a expliqué avant, c'est de dire, voilà, c'est quoi la peur derrière? Quel est le besoin qu'elle cherche et quel est le message qu'elle veut nous transmettre? Et c'est pas un ennemi, c'est pas un problème. C'est vraiment, on doit la prendre comme un allié pour nous faire avancer et puis de trouver la solution. Je sais pas si je réponds un peu avec le lien entre croyances limitantes et peur là derrière. Ouais. Toi, Stéphane, tu avais quelque chose à ajouter ou bien pas forcément? Alors, disons que
bon, il a déjà bien résumé, hein, Arnaud. Simplement, les peurs, de nouveau, c'est souvent c'est perçu comme une émotion négative. Et j'ai envie de dire, il n'existe pas d'émotion négative. Mm. Il existe des émotions qui ont quelque chose à nous dire. Toutes les émotions. Alors, on parle plus spécifiquement de la peur, mais toutes les émotions ou tous les ressentis véhiculent un message. Souvent, dans le stress du quotidien, bah, on occulte finalement l'information clé de ce qu'est en train de nous dire, on essaie de minimiser, etc. Donc à partir de là, c'est vrai que les peurs, bah, elles nourrissent aussi les croyances. Finalement, une peur répétitive devient une croyance. Je vais vous donner une image que j'aime bien. Dans mon cas en neurosciences, je n'avais pas dit que j'ai fait ça aussi, mais dans mon cas en neurosciences, j'ai travaillé justement sur cette notion de ce qu'on appelle une croyance limitante ou l'impuissance apprise. Et en fait, si vous avez déjà voyagé, puis que vous avez vu, en Asie, par exemple, vous avez, on élève, entre guillemets, des éléphants, on les prend tout petits, on les attache à un piquet avec une chaîne. Et tout petits, bah, ils ne peuvent pas casser la chaîne, ils n'ont pas la force. Et en fait, c'est la même chaîne qui reste toute la vie. Mm. Sauf que quand ils deviennent grands adultes, ils auraient largement la force pour arracher la chaîne et le piquet, mais ils ne le font pas parce qu'ils ont appris que ce n'est pas possible. Et en fait, on est tous, à quelque part, habités ou potentiellement habités par certaines croyances limitantes ou des peurs qui sont associées en disant, de toute façon, le message qu'on va se dire, c'est, de toute façon, j'y arriverai jamais, j'ai déjà essayé une fois, ça ne fonctionne pas. Oui, mais à chaque fois, je vais céder à la tentation ou à une pression sociale, etc. Donc, c'est intéressant parce que à partir du moment où j'ai conscience de ma croyance limitante, je peux la transformer. Mm. Et c'est ça qui est important. Tu parlais de croyances limitantes qui sont développées quand on est jeune. Oui. Là, avec dans ton exemple concret, est-ce que les croyances limitantes justement qu'on a depuis tout petit, est-ce qu'on va être plus fortes que certaines croyances limitantes qu'on va plutôt développer à l'âge adulte, ou ça, l'âge n'a pas forcément d'impact par rapport à ça? Alors, tu es maman, moi je suis papa aussi, Arnaud aussi. Clairement, il faut faire très attention à ce qu'on véhicule comme message à nos enfants. Et on dit jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est encore plus puissant. Alors après, pas tout le monde est d'accord scientifiquement sur cet âge-là, hein. Il y a différentes écoles. Mais ce qui est certain, c'est que enfant, nous sommes des éponges. Et puis, on va prendre pour vrai ce que le monde des grands nous dit. Donc, même si c'est faux, on va y croire et donc ça devient une vraie croyance. Oui, je pense que l'enfance nous imbibe énormément. D'ailleurs, on pourrait parler des théories de l'attachement, où on voit très bien, on parle des différents types d'attachement, que ce soit sécure, insécure, anxieux ou évitant ou désorganisé. Il y a 4 types d'attachement, je ne vais peut-être pas trop développer ça maintenant, mais ça a une influence claire sur la vie d'adulte. Sauf que ces schémas-là, les croyances, il faut savoir que allez, on va dire 98% des cas, c'est inconscient. Par contre, ça agit. Donc, si c'est inconscient mais que ça agit, ben, c'est pas neutre. Et c'est pour ça qu'il faut aller à la source, à quelque part, de la problématique en disant, mais qu'est-ce que je crois par rapport à moi? Qu'est-ce que je crois par rapport à la société? Qu'est-ce que je crois par rapport au standard de la société, par exemple, la beauté ou l'esthétique ou même au niveau de l'alimentation, puisque c'est quand même quelque chose que ton public est très sensible et intéressé, c'est quelles sont les croyances qu'on a par rapport aux différents types de régimes, par rapport à... Moi, je ne suis pas un expert hein, là-dedans, mais je vois bien, j'entends plein de choses. Et effectivement, le risque, c'est que ça nous d'une certaine manière, elles essaient de nous protéger, mais elles nous enferment. Et ça, c'est dommage. Et il y a 3 catégories je dirais, de croyances. C'est ce qu'on appelle, qui ont des racines, si tu veux, sociétales. C'est ce que la société nous dit. Donc, j'ai parlé des standards de beauté, les normes culturelles dans les pays, etc. Moi, je me souviens quand mange, mon petit, t'es tout maigre. Et en fait, se donner un standard, il fallait être en bonne chair pour être en bonne santé. Donc, il y a aussi tout cet aspect héréditaire où on avait aussi je pense, des croyances erronées. Avant, la Terre était plate, maintenant, elle est ronde. Quoique maintenant, il y a des platistes. Mais il y a toute la pression sociale aussi, le marketing, etc. Mais il y a aussi notre personnalité à nous qui fait qu'on a eu des expériences. On a probablement aussi une partie génétique. Hein. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'il y a une partie génétique qui fait que ça a un impact aussi sur notre santé et notre
prise ou pas prise de poids, c'est aussi tous les échecs qu'on peut, ou les traumatismes même qu'on a eus. Et puis il y a tout le cercle familial, la pression familiale. Vive les fêtes, on va droit sur les fêtes. Euh, et je suis pas du tout péjoratif ou négatif hein, par rapport à ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une notion intergénérationnelle. Je pense qu'on a un regard différent sur l'alimentation aujourd'hui que l'avaient les grands-parents. Il y a l'aspect aussi des schémas familiaux, du type d'alimentation qu'on peut imaginer. Mais c'est vrai pour toute autre chose. Je ne parle pas que de l'alimentation. Ça peut être pour des modes de fonctionnement, par rapport aux valeurs, aux critères de la société. Est-ce qu'il faut faire des études ou pas, etc. Et puis aussi, il y a tout l'héritage émotionnel. Je terminerai peut-être là-dessus. Ça veut dire notre capacité à gérer nos émotions. Et on sait très bien que pour certaines personnes, quand elles ont des problèmes émotionnels, elles ont tendance à compenser. Et comment on compense? Souvent, ben, c'est on ouvre le frigo et puis vas-y, j'essaie de remplir ce qui me manque à l'intérieur en le prenant à l'extérieur. C'est ça. Voilà, je pense que tu as déjà entendu souvent ça, quoi. Effectivement, ouais. Je rebondis juste encore sur une question que je trouvais super intéressante de Sylvie, parce qu'avant tu parlais d'émotions négatives, et puis c'est vrai que des fois on entend, alors là c'est pas forcément lié à la perte de poids précisément, mais plutôt par rapport à la santé, qu'on entend des fois par exemple des gens qui tombent malades, puis on entend des fois le ah mais faut pas s'étonner, lui de toute façon il a tellement de stress, ou bien ah mais il a eu un choc, donc blablabla. Alors après, des fois, c'est des grands discours, mais effectivement, ça, la question de Sylvie, c'est est-ce que nos problèmes organiques, donc j'imagine qu'elle voulait dire ben, de nos organes, de notre santé, sont directement liés aux émotions? Alors, certainement que oui, parce que on parle de somatiser, notamment. La somatisation, hein, clairement, c'est Antonio Damasio a beaucoup écrit là-dessus, sur la somatisation et le lien entre les émotions et la santé. Clairement, je pense qu'il y a pas mal de littérature qui va dans ce sens-là, en tout cas, clairement. Ouais. Je pense que c'est intimement lié, on ne peut pas isoler, en fait. Ouais. Ouais. Ok, merci beaucoup. Je pense que dans notre société, on veut beaucoup contrôler de choses. On veut mettre des mots, puis on veut expliquer des faits. Ah ouais, je suis stressé ou j'ai une journée chargée, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans ton esprit et dans ce que tu ressens. Et se connecter à soi-même, comme Stéphane disait, avec la conscience de soi, ça te permet de vraiment conscientiser qu'est-ce qui se passe dans ton corps et de dire, voilà, on entend souvent le mal de dos, tu sais, moi j'entends tout le temps j'ai mal au dos et tout ça, mais si tu vas juste rechercher qu'est-ce qui s'est passé, je prends à titre personnel, tu sais que si j'ai mes enfants qui m'ont agacé à un moment donné, je vais avoir rapidement une barre au bas du dos. Et c'est émotionnel, il y a rien de physique, c'est pas que j'étais faire du sport ou que j'ai levé une caisse ou que j'ai une grosse journée de travail, c'est purement émotionnel, je le ressens physiquement et j'en suis conscient, je fais un peu de méditation, ou bien je me pose et ça passe. Donc c'est vraiment cette prise de conscience de ce qui se passe sur toi, peut-être pour répondre à Sylvie, je pense qu'il y a beaucoup de choses, non plus je suis pas un expert, mais qui sont liées à ce qui se passe dans ta tête, en fait. Ouais, puis comme elle le dit, elle vient de le dire là, en fait, je pense qu'on se pose pas toujours les bonnes questions. Et puis c'est vrai que, ben, je pense que comme tu dis, c'est aussi ben, des fois d'apprendre en fait. Je pense que c'est un truc qui s'apprend de nouveau, hein, de se poser les bonnes questions et puis en fait de se connecter à soi-même d'une autre manière, quoi. C'est pour ça que c'est important d'être souvent accompagné. Pourquoi? Parce que je parle à titre personnel, hein, expérience personnelle. Encore aujourd'hui, même si je coach, j'ai aussi des coachs, je l'ai même dit au pluriel, parce que quand on est nous-mêmes dedans, on a des fois de la peine à prendre du recul et à se poser les bonnes questions. Alors, la remarque de Sylvie est extrêmement pertinente parce que finalement, c'est quoi là où les bonnes questions? Et quand on est nous-mêmes dedans, c'est souvent très difficile d'être objectif. Voilà. Ouais, non, totalement. Par rapport à ce qu'on disait aux croyances limitantes, donc bah, voilà, comme elles son nom l'indique, elles nous limitent. C'est quoi les conséquences que ça pourrait avoir bah, sur notre état émotionnel, notre motivation, par exemple, que ce soit dans le cadre, par exemple, justement d'une perte de poids ou autre chose? Peut-être juste avant de répondre à ta question, Oui. si je peux me permettre, j'ai vu une question passer, je ne sais pas si tu arrives à la voir, par rapport à la PNL. Est-ce qu'il faut passer par la PNL Ah oui, pour perdre de poids? Je l'ai juste entrevu, hein, parce que je n'ai pas tout pile. J'aimerais juste répondre rapidement bien à cette entendu, question. oui, ça seulement. Clairement, non. La PNL, c'est un ensemble d'outils, enfin de techniques, mais il y a d'autres techniques. C'est juste
une palette de possibilités, il y a d'autres techniques. Maintenant, en PNL, il y a beaucoup d'outils ou de techniques. Voilà, juste pour répondre à ça. Désolé, mais je trouvais important Ouais, de répondre à la question. ok, merci. C'est quoi la PNL, si tu peux La dire en quelques mots? programmation neurolinguistique, si tu veux, ça date des années 70. Ce sont il y a un mathématicien, un linguiste, qui ont en fait observé et analysé des thérapeutes extrêmement compétents et réputés Mm. pour coder finalement comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils disent, de faire des processus pour comprendre comment ça fonctionne et pour se l'approprier après, puis en faire des outils qu'on peut tout à chacun apprendre. Alors, c'est pas scientifique, hein, dans la science, moi j'ai fait de la psycho et quand on parle de PNL, souvent c'est oh là là, mais Mm. en réalité, je trouve que c'est hyper intéressant et puis il faut avoir cette ouverture d'esprit en disant, ben oui, ça peut amener beaucoup de choses. Donc la PNL, c'est vraiment un ensemble de techniques et d'outils, quoi. Ok, ça marche. Merci pour la réponse. Puis tu as bien fait d'y répondre parce que du coup, j'avais pas vu cette question passer. Donc, Avec plaisir, avec plaisir. Je peux la tracer de ma liste du coup. quoi? J'ai dit je peux la tracer de ma liste Ouais. du coup parce que je l'avais noté de l'autre côté. Parfait. Ah, vous êtes Ouais, ouais. c'est trop bien. Parfait. Quelle équipe on mène. Ouais, donc, oui. Du coup, tu avais posé la question par rapport aux croyances limitantes et comment ça affecte l'état émotionnel et la motivation, en fin de compte, d'une certaine manière, des personnes. Bah, Stéphane l'a dit en introduction, il y a plusieurs types de croyances, hein. On parle de croyances aidantes qu'on se construit, je suis capable de, ou bien les expériences qu'on a vécues vont nous dire, bah voilà, ça j'ai déjà gagné, j'ai déjà réussi à faire ce truc-là, donc ça va t'aider à avancer dans la vie. Donc celles-là, elles vont certainement te mettre dans un état émotionnel élevé où t'es enjoué, t'as envie, t'es engagé, donc ça a un impact très puissant sur ta motivation intrinsèque parce que intérieurement, tu sais que tu es capable de le faire. À contrario, les croyances limitantes, ben, elles sont peut-être liées à des expériences plus négatives ou qu'ils ont ancré certains schémas dans ton cerveau. Et il y a peut-être lié à des peurs aussi, qu'on en parlait tout à l'heure. Et ben, elles vont sûrement tirer ton état émotionnel vers le bas. Tu auras des doutes, tu auras de la frustration, tu auras des peurs, des choses comme ça. Et quand tu es dans un état émotionnel plutôt bas, eh ben, ta motivation, je pense que ça va assez soi. Les gens, ils comprennent assez rapidement que quand t'es pas bien, t'es pas très motivé, c'est plus difficile à te sortir d'un bon mood. Et si on fait le lien peut-être avec l'alimentation, est-ce que Stéphane disait avant, quand ça va pas, j'ouvre le frigo et je compense, c'est là que c'est dur, en fait. Parce que t'es dans un schéma un peu bas au niveau de tes émotions, ton ressenti, et tu vas chercher à compenser d'une certaine manière. Et personne ne pense que tout le truc, c'est de créer des nouvelles habitudes, de créer des nouvelles croyances qui te permettent de compenser bénéfiquement pour toi. Le sport, pour un titre personnel, le sport que je vais pas bien, moi, ça m'aide en fait à reprendre de l'énergie et à dire ok, je suis capable, ça me fait du bien, j'ai les hormones qui remontent et là ça repart dans le bon sens. Donc les croyances avec l'état émotionnel, moi je le vois comme ça. Ça répond un peu à ce que tu attendais un petit peu par rapport à ça. Ça va peut-être. J'ai peut-être une anecdote personnelle. Je fais un coucou à ma fille Amélie qui a 30 ans aujourd'hui. Hein. Pas aujourd'hui la date d'aujourd'hui, mais je veux dire qui a 30 ans, qui vit à Bali. Et quand elle était adolescente, je faisais les devoirs avec elle. Et un jour, elle me dit, de toute façon, j'y arriverai jamais. Et je lui ai répondu, tu sais, je suis d'accord avec toi, tu n'arriveras jamais. Puis là, elle m'a dit, papa, t'es méchant. Puis je dis, mais écoute-toi parler, Amélie. Qu'est-ce que tu es en train de te dire? Que tu n'y arriveras pas. Tu penses que tu vas te contredire. Essaye plutôt de te dire, c'est dur, mais je vais y arriver, je vais me donner les moyens, etc. En fait, c'est ça le schéma. Il faut d'abord avoir conscience, il faut s'écouter parler. En accompagnement, en coaching, j'écoute beaucoup ce que les gens disent. Et en fait, au travers de c'est toujours ou jamais, c'est déjà des indicateurs, par exemple, de croyance. Voilà. Et puis après, c'est dire, OK, mais sans jugement, hein, il ne faut pas être dans le jugement, c'est pas l'idée, mais c'est de comprendre que ce mécanisme-là, il n'est pas neutre, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, et qu'il a un impact sur notre action et donc de facto aussi par notre motivation. Parce que si demain tu dis de toute façon, j'arriverai jamais à faire ce régime, imagine ce que ça a comme impact. Je veux dire, à un moment donné,
tu vas probablement même pas te mettre au régime, alors que peut-être, et là Arnaud parlait de motivation, si je faisais déjà les premières petites étapes, peut-être qu'il faut pas gravir la montagne en une fois, mais déjà faire une ou deux premières marches, eh bien on avance aussi vers l'objectif. C'est vraiment hyper intéressant. Et en fait, c'est la loi du Kaizen, hein, c'est la politique des petits pas en sport, par exemple. Arnaud fait beaucoup de sport, moi aussi. C'est vraiment aussi quelque chose qui fait du bien. Voilà, on produit des hormones, hein, les hormones du plaisir, hein, et ça fait énormément de bien, mais c'est aussi bon pour le mental, c'est pour le physique et tout. Et en fonction de ça, ben, ça va aussi nourrir les petites victoires. Par exemple, dans un régime alimentaire, les petites victoires vont donner envie d'aller plus loin. Si on voit trop grand, souvent, alors que ce soit dans n'importe quel objectif de vie, hein, moi je dis, j'aime bien prendre cet exemple pour rebondir là-dessus. On arrive en fin d'année, c'est 31 décembre, les bonnes résolutions. Les clubs de fitness adorent cette période de l'année parce que beaucoup de gens vont prendre un abonnement et vont le prendre pour l'année, quoi. Parce que comme ça, je suis obligé. Le club, il est plein les 15 premiers jours de l'année, mois de janvier. Et à partir de la troisième semaine, il y a de moins en moins de monde. Et à la quatrième semaine, peut-être cinquième, sixième, je n'ai pas les statistiques, mais je veux dire, on retrouve les habitués, plus peut-être un ou deux qui ont tenu le coup. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop ambitieux, donc c'est démotivant. Et ça, c'est important de comprendre dans des démarches aussi de changement d'habitude. Arnaud parlait de changement d'habitude. On parle de plasticité cérébrale. Ça veut dire que notre cerveau doit construire des nouveaux circuits, si vous voulez, des nouvelles routes qui sont même en friche au départ. Et donc, ça nous demande beaucoup d'énergie, ça demande de l'habituation. Donc, moi, je peux vous donner un exemple, un autre. J'ai appris une langue en 2 ans, une langue complète, simplement en l'apprenant 5 minutes par jour. Pourquoi? Parce que j'ai habitué mon cerveau à apprendre et à pratiquer. Mais c'est la même chose pour tout. Voilà. Donc, ça, c'est aussi intéressant de comprendre. Donc Arnaud, tu parlais justement de l'importance de un peu rayer le disque pour repartir sur quelque chose de nouveau, etc., qu'on a vraiment la possibilité de le faire, le pouvoir de le faire. Il y a justement quelqu'un qui a posé la question en tant que coach ou coaché, comment arriver à ce fameux déclic qui permet de sortir du cercle vicieux. Alors Stéphane, tu nous as parlé des petites habitudes mis ensemble, enfin mis bout à bout, qui au final voilà, nous fait arriver à notre objectif. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à mentionner par rapport à cette question. Je voulais rebondir là-dessus. Puis pour moi, il y a un élément pour sortir ou un déclic. D'une part, c'est de te faire accompagner parce que ça peut t'aider à te bousculer un petit peu dans tes schémas. Et je pense, ça c'est mon avis personnel, le déclic qui doit être émotionnel en fait. Ça doit venir de l'intérieur. C'est comme la motivation. Tu sais, si tu avances à la carotte d'une certaine manière, ça peut t'aider d'avancer à un certain moment. Mais dès que la carotte elle est plus là, l'âne il avance beaucoup moins bien. À part s'il a créé quelque chose d'intérieur qui est puissant. Donc, d'une part, le déclic qui doit être émotionnel, ça doit être puissant à l'intérieur en disant j'en ai marre, il faut que je change, j'y crois fermement et ça doit venir de toi. Et tu peux avoir quelqu'un qui t'aide à faire ce déclic-là, mais ça doit venir intérieur. Je pense, Stéphane, tu pourras parler après un petit peu d'un protocole pour arriver à ce déclic-là. Je sais pas si ça. Et puis, Sylvie, elle parlait du discours impactant. C'est aussi ce que tu te racontes. Stéphane a parlé de régime. Moi, ça m'a fait un déclic du vocabulaire. Peut-être chez certaines personnes, tu vois, le terme régime peut être connoté de manière négative et du coup, impact dans le cerveau. C'est un régime. J'ai pas envie de faire un régime, en fait. Par contre, si tu changes le vocabulaire, tu dis, je réadapte mon alimentation, qui est peut-être une chose dans le fond. Mais dans ta tête, c'est complètement différent parce que tu te positionnes comme quelqu'un qui est en train d'apprendre à réadapter. Il n'y a pas toutes ces connotations de restrictions derrière, de jugements sociaux qu'on a parlé. Et le monologue, ce que tu te racontes, clairement aura un impact, je pense, sur sortir de ça. Stéphane, je veux bien que tu complètes aussi par rapport à ça, parce que je pense que tu as beaucoup d'expérience aussi pour sortir de ces schémas un petit peu. Alors, ce que je peux déjà dire, effectivement, quand on dit, Sylvie dit, le discours que l'on se dit est si impactant, mais clairement, c'est pertinent ce que dit Sylvie. Et c'est ça qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'est-ce qu'on se dit par rapport à nous, par rapport aux autres, par rapport à la situation. Et puis, on parle d'un protocole en 4 temps.
Si jamais je fais un petit clin d'œil et pub, je suis en train de terminer un livre là-dessus sur les émotions et l'alimentation qu'on pourra aussi proposer aussi en fin de live. Enfin, vous passerez par Fanny pour obtenir le lien. Mais la première chose, c'est déjà la première étape. La première étape, c'est vraiment de créer une sorte d'espace de rencontre avec ces peurs. Déjà, c'est de les reconnaître. La première chose, c'est le moment où on observe, on se rend compte, mais qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Donc, c'est reconnaître, puis d'accepter que ça existe sans jugement. Ça, c'est la première chose. C'est fondamental. Par exemple, je vais essayer de prendre une analogie, puis peut-être je suis maladroit, puis pardon si je devais blesser quelqu'un ou offusquer, c'est pas mon intention. Mais par exemple, si je passe devant je suis en plein régime, puis je passe devant une pâtisserie, et puis je me dis, non, j'ai peur de céder à cette tentation parce qu'à un moment donné, je vais tout foutre en l'air. Ok? Donc, mais j'ai une sorte. Et plus on résiste à quelque chose, plus ça prend de l'impact. Hein. C'est tout le problème après je vous apprends rien, mais les effets yo-yo, etc. Parce qu'on cherche à compenser, etc. Donc après, c'est surtout d'écouter, d'explorer finalement ce message. Qu'est-ce que la peur est en train de me dire? J'ai peur finalement de foutre en l'air peut-être mon régime. Donc il faut se poser les bonnes questions. Il faut l'accueillir et l'écouter en disant mais qu'est-ce qu'elle est en train de me dire par rapport à moi? Et puis après, c'est de dire ok, elle me protège de quoi? Elle me protège peut-être de la prise de poids ou d'une mauvaise santé, peu importe. Hein. Je n'ai pas toutes les réponses, mais euh, et puis on doit interroger cette peur en disant mais par exemple est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que cette peur m'est utile en ce moment-là? Donc, peut-être qu'il y aura peut-être une autre réponse, c'est de dire, bon, je pourrais prendre un petit biscuit, d'accord? C'est une petite tentation, et puis que finalement, je, le fait de faire ça, ça me met pas en danger, ça impacte pas foncièrement ma santé parce que c'est l'exception, puis c'est un petit truc, hein. Ça me permet de me donner un certain plaisir. On parlait de motivation, et puis finalement, c'est de comprendre ce message et puis d'en faire quelque chose. Et puis ça pourrait être de dire, bon, ok, je décide aujourd'hui de manger une petite pâtisserie ou un petit biscuit, petit, hein, j'ai pas dit la tour, et puis en pleine conscience, en disant, je suis consciente, par exemple, ou conscient que je le fais, puis ça me permet aussi de tester ma capacité à rester dans la modération. Tu vois, il y a le côté positif en disant, ok, c'est mon challenge, mais ça me permet de tester la modération. Par exemple, et ça c'est une manière de transformer, c'est ça les 4 étapes, par exemple, de la transformation, prise de conscience, explorer le message qu'il y a derrière, comprendre le message qui est profond, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, et finalement, c'est de transformer ça en quelque chose de positif. Ouais, je te rejoins totalement par rapport à ce que tu dis d'effectivement, de plus tu bannis un truc et puis plus ça va être vraiment dans ta tête constamment et puis je te rejoins complètement par rapport à ça c'est clair quoi. Ouais, parce qu'on passe d'un extrême à l'autre, tu vois. C'est Et ça. puis, si tu passes d'un extrême à l'autre, notre cerveau, il voit un manque, entre guillemets, et il Mhm, cherchera à compenser d'une manière ou d'une autre. Alors, mhm, pourquoi pas compenser, mais pas par la même chose? Ça veut dire que, ok, de nouveau, c'est quoi le besoin que j'ai derrière? mhm, Peut-être c'est, je sais pas, de la reconnaissance ou je ne sais quoi d'autre. Tu dis, ok, mais est-ce que je peux pas nourrir ce mhm, besoin différemment? Ça, par exemple, en PNL, on le voit beaucoup. C'est comment satisfaire un besoin de manière saine, par exemple, pour sortir un peu de l'alimentation. Et puis, il n'y a pas de moralisateur dans mon discours, mais voilà, je fume, je suis fumeuse ou fumeur, et il n'y a pas besoin de leur dire que c'est pas sain pour la santé. Ils le savent très bien, mais ça a bien une fonction positive. Sinon, ils ne le feraient pas. Donc, c'est comment je pourrais quitter ça et puis quand même satisfaire ce besoin que je recherche au travers de cet acte, par exemple. mhm, mhm. Arnaud, je voulais pas te couper la parole. Je sais pas si tu voulais redire quelque chose en complément encore. Tout, du C'est tout Pas bon. du tout. Non, Excuse-moi. non, c'est tout bon. Parce on a traité je pense, le côté Oui. un peu cercle vicieux, et la perception qu'on peut s'en Ouais. faire pour sortir. Parfait. Du coup, moi, en amont de ce live, j'avais pour demander, enfin proposer, demander à mes coachés et aussi sur mes stories Instagram, en fait, les peurs que les personnes ou mes coachés pouvaient avoir avant un suivi perte de poids, avant un régime, ou peut-être les peurs qu'une fois qu'elles arrivent à leur objectif. Parce que je pense que ces peurs, du coup, là, elles évoluent, elles sont différentes. Du coup, je vous ai transmis les messages que j'avais reçus.
Et je voulais voir avec vous, du coup, est-ce que vous êtes d'accord qu'on revienne sur certains que peut-être vous avez trouvé particulièrement intéressants à travailler, et puis comme ça, on a un peu une sorte de réponse live un petit peu par rapport à ces peurs qui viennent vraiment de mes coachés et des gens qui nous suivent sur Instagram. Avec plaisir. On peut? Je peux peut-être commencer dans le sens où une des peurs qui était évoquée, par exemple, c'était la peur de l'échec, de ne pas réussir finalement le régime ou le choix alimentaire, de ne pas arriver jusqu'au bout. Et donc, il y a une peur, donc la peur d'échec, elle est assez courante finalement, hein, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et clairement, là, c'est plutôt par rapport à pas réussir à tenir son alimentation, ou pas réussir à perdre son poids, ou pas réussir à maintenir la perte de poids. J'imagine que c'est un peu ce type de peur qu'il y a derrière. Et puis, si on imagine ça un peu comme un arbre, pour prendre une métaphore, on pourrait parler d'une branche principale qui est une croyance. La croyance, c'est, par exemple, ça pourrait être limitante, c'est je n'y arriverai jamais. J'ai déjà essayé, j'arriverai pas. Mais cette pensée-là, elle va parasiter finalement d'une manière assez forte la démarche finalement d'avoir commencé. Peut-être même, moi je commence même pas, parce que finalement, de toute façon, je sais que j'y arriverai jamais, c'est pas la peine. Du coup, il pourrait y avoir le fait d'abandonner. Et puis, finalement, on voit ça comme un obstacle. Donc là aussi, ce qui va être le résultat, c'est que inconsciemment, on va renforcer le conditionnement et puis on va pas s'y mettre ou on va abandonner très tôt. Donc l'idée, c'est derrière tout ça, c'est d'identifier déjà, on en a déjà parlé, mais d'identifier les pensées qu'on lie à cet échec. Par exemple, prendre déjà conscience du moment où je me dis ça. Par exemple, je suis en train de me dire, ouais, de toute façon, j'y arriverai pas. Ok, attends, qu'est-ce que je suis en train de me dire? Voilà, ça commence par là. Puis après, c'est de remettre en question cette croyance en disant, ok, mais qui dit ça déjà? On pourrait rien que se poser ces questions. C'est moi, mais comment tu sais que tu n'y arriveras jamais? Ou puis trouver des exemples contraires en disant, mais j'ai déjà réussi des choses, peut-être pas complètement, mais j'ai réussi. Donc il y a un travail personnel de conscience de soi, de développement de soi, qui va nous permettre de traverser ça. Donc parce que cette peur, elle essaie de nous protéger finalement. Donc ce qui est difficile, c'est qu'on est souvent dans le jugement. On se juge. Je trouve qu'on est terrible avec nous-mêmes. Hein. Généralement, je pense que les pires juges, c'est nous-mêmes. Et je pense qu'il faudrait qu'on se parle à nous-mêmes comme on parle à des amis qu'on apprécie beaucoup. Et parfois, j'entends des gens parler d'eux-mêmes. Et je me rappelle d'une anecdote. J'ai dit à la personne, mais j'aimerais juste reformuler tout ce que tu as dit sur toi-même. Si c'était un ami qui te disait ça ou quelqu'un qui viendrait te rendre visite, tu ferais quoi? Je lui foutrais de tarte. OK? Tu t'imagines comment tu te parles à toi-même. Donc, commence par là. Donc, ce qu'on appelle pratiquer l'autocompassion, hein, être bienveillant avec soi. Et puis, il y a aussi une notion de mentalisation, c'est de visualiser le succès. Donc, ça, c'est plutôt des techniques après d'accompagnement de coaching. Et puis, je pense que déjà, en travaillant tous ces éléments, prendre conscience, remettre en question la croyance, trouver des contre-exemples, se recentrer non pas sur le résultat, mais sur le processus. Ça veut dire que je me concentre plutôt sur les petites étapes que je veux mettre en place plutôt que le résultat final que je veux viser. Ça aide beaucoup. C'est un peu la politique des petits pas que j'ai évoqué tout à l'heure, d'être bienveillant avec soi-même, donc pratiquer cette autocompassion et puis finalement d'imaginer, de se voir déjà dans la réussite, c'est un levier extrêmement puissant. Ça, c'est un exemple que je peux donner. Après, on avait aussi vu, il y a beaucoup de messages que tu nous as transmis en préparation qui sont en lien avec peut-être la peur du jugement ou la croyance en lien avec le jugement social et qui peut être très très fort. Je pense quand tu entames un processus comme chez les personnes que tu accompagnes au niveau perte de poids ou réorganisation alimentaire et tout ça, parce qu'il y a un changement visible qui va se produire. Et notre identité profonde, en fin de compte, elle va se transformer. Et elle va pas se transformer simplement pour nous, elle va aussi se transformer vis-à-vis des autres. Donc ils vont nous voir, ils vont pouvoir nous juger. Donc il y a cette peur. Mais qu'est-ce que les autres vont dire de moi en fin de compte? Est-ce que je vais encore être accepté comme je suis? Et tu changes que d'apparence d'une certaine manière
premièrement parce on a deux yeux, c'est pour regarder, donc on voit aussi beaucoup de choses. Et ça, ça peut être une peur, une croyance limitante qui fait, mais si je change, on va plus m'accepter. Ou si je change, on va peut-être plus m'aimer. La peur d'aimer, etc., comme je suis. Et ça peut être très, très fortement ancré. Et en lien avec l'alimentation, c'est clair, est-ce que j'ose aller manger au restaurant? Parce que je vais peut-être adapter mon assiette. Là, on arrive dans toute la période des fêtes. Il y a des apéros à tout bout de champ avec les soupers de boîte, les apéros de fin d'année, tout plein de trucs. Et je suis en plein dedans. Et puis, je me dis, ah non, je peux pas manger de chips, je peux pas manger ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, en fin de compte? C'est souvent cette croyance que les gens vont me juger, ils vont adapter. Et là aussi, pour rebondir un petit peu sur ce que Stéphane disait, tu vas te créer un mécanisme, tu vas peut-être être obsédé par le fait de plus rien manger, tu vas plus sortir, tu vas te couper socialement. Ça, c'est pas bon non plus, parce que tu mets une restriction hyper forte sur un moment et tu crées de la frustration. Et puis la frustration, au bout d'un moment, on sait ce que ça donne. Il y a certains qui arrivent à passer dessus puis à prendre ça comme un levier de motivation, mais malheureusement, certaines personnes, ça va réancrer les croyances limitantes. C'est pas fait pour moi, c'était pas le bon moment, ils vont me juger, etc. Donc là aussi, je pense la bienveillance envers soi-même, pratiquer peut-être d'oser exprimer, de pouvoir communiquer avec les gens, d'expliquer l'objectif, pourquoi je fais ça, d'avoir une certaine assertivité en disant voilà, ça c'est mes besoins, c'est ce que j'ai envie de mettre en place maintenant. Et s'ils sont pas d'accord, peut-être de simplement questionner. Qu'est-ce qui te fait peur toi dans ma perte de poids? T'as peur que je change? D'aller questionner l'autre, en fait, peut-être qu'il y a un autre besoin chez la personne en face qui est pas compris, et ça nous rassurera peut-être aussi. En fait, il a peut-être peur pour moi, je vais peut-être trop me restreindre, etc. Donc d'aller vraiment dans ce questionnement, de remettre en perspective, être à la place de l'autre, et d'être vraiment bienveillant par rapport à ça. Une question qui me vient par rapport à ça, parce que pardon. Je tombe. Parce que du coup, des fois, je sais pas si ça vous arrive aussi, vous, dans vos coachings, mais moi, ça m'arrive, des fois, des gens qui me parlent un petit peu de leur expérience, des choses qu'on leur dit. Et au niveau de l'environnement, les gens, les remarques qu'on leur fait, c'est assez violent, je trouve. Et par rapport à ce que tu dis, du coup, essayer d'entrer dans l'univers de l'autre, pourquoi est-ce qu'il a ses croyances, lui ou elle, sur ce que je suis en train de faire moi? Est-ce que du coup, ça veut dire qu'il y a personne, entre guillemets, qu'on peut cataloguer de toxique? Parce que tu sais, des fois, il y a ce truc où on se dit, en fait, des fois, on entend, lui, il est toxique, je l'ai viré de ma vie. Est-ce que, peut-être qu'on sort un peu du cadre là dans ma question, mais c'est vrai que du coup, c'est une question des fois que je me pose, tu vois, de dire, en fait, est-ce que du coup, c'est juste des croyances limitantes qu'on a en face, puis que ça nous fait pas plaisir, puis on bloque la personne, mais qu'en fait, cette personne, elle est pas toxique en soi, c'est juste qu'elle a des croyances qui font que. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vais faire un spoiler alerte. T'es prête à la réponse? Parce que là, on va lancer Stéphane sur un sujet hyper passionnant qu'il adore. Mais là, on n'a pas assez de la soirée. Hein. J'aurais pas dit je vais être très pragmatique et synthétique parce que je vais finir les gens pendant 2 heures. 32 ans. Ma passion puis ma spécialité, entre autres, c'est les personnalités difficiles. C'est pour ça qu'ils taquinent. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et tu as déjà fait le distinguo, je trouve ça important, est-ce qu'une personne est toxique ou est-ce que ce sont les comportements qui sont toxiques? Je te dirais que d'une manière générale, si je reprends le secteur prémisse de la PNL, on dira il y a, entre guillemets, derrière chaque comportement une intention positive. Ce qu'il faut entendre, c'est pas que le comportement est positif, c'est que on cherche à satisfaire quelque chose, des fois très maladroitement. Je pense qu'il existe des vraies personnes toxiques qu'il vaut mieux éviter, clairement. Je pense qu'il ne faut pas se mentir. Mais la plupart du temps, c'est juste des comportements qui ne nous plaisent pas ou qui ne correspondent pas à nos propres registres. Et je pense que c'est important de faire la distinction. Ça ne veut pas dire que parce que la personne a des comportements que je qualifie de toxiques, que c'est une personne toxique. Ceci dit, c'est important d'être au clair de ses besoins, de ses attentes et de faire la part des choses. Donc effectivement, parfois,
c'est peut-être la meilleure des choses, c'est de couper le lien parce que, ou en tout cas de mettre fin à la relation parce qu'elle elle n'est pas constructive ni pour l'un ni pour l'autre. On n'est pas tous faits pour s'entendre. Je pense qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais la première chose, c'est d'apprendre à se respecter soi-même. Donc, c'est déjà être conscient de ses limites, de qu'est-ce que j'accepte pas chez l'autre, de clairement le dire aussi, hein, de communiquer, parce que parfois, il y a dans les discours que j'entends, c'est oui, mais j'ai fait assez d'allusions, la personne aurait dû comprendre. Sauf que tu l'as pas clairement dit, et si tu l'as pas clairement dit, elle aurait pu le comprendre, mais peut-être qu'elle n'a pas voulu, ou elle n'a pas réussi à le comprendre parce que c'était pas assez clair. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Oui, il y a des personnes toxiques d'une manière, je dirais, générale. C'est pas la majorité. Je crois qu'au niveau souvent on entend parler de narcissique ou de pervers narcissique. Il faut savoir que le narcissisme n'est pas forcément malsain. Mm. Et c'est de nouveau une question de dosage, hein. Un minimum de narcissisme permet aussi d'avoir la confiance en soi. Mais la différence, c'est, puis je m'arrêterai là-dessus parce que sinon je m'arrête plus, c'est quand le narcissisme, il est là pour écraser les autres et dominer les autres, il devient malsain. Voilà. S'il est pour me valoriser et développer mes aptitudes, compétences, je pense qu'on peut considérer que c'est un bon narcissisme. Voilà. Mhm. J'arrête là. Voilà, tu vois, si je fais de la digression, là, Non, non, mais je peux t'en moi, parler c'est pas une question pendant qui me deux vient heures. que j'essaie de réprimer aussi, du coup. Mais ouais, du coup, enfin, je trouve que c'est super Si tu veux, intéressant. bah, on revient à l'essence, c'est de comprendre le besoin, de Ouais. se comprendre soi-même. Et après, dès qu'on sait que nous, on a conscience de certains besoins, de l'exprimer clairement. Et après, bah, on peut pas être responsable d'une certaine manière du comportement de l'autre, des agissements de l'autre. Euh, et là, il faut aussi peut-être se déculpabiliser d'une certaine manière parce que voilà, on Mhm. va pas pouvoir le Ouais, changer. puis comme tu dis, je pense d'avoir aussi cette clarté de ton côté, en fait. En fait, qu'est-ce qui est important pour moi? Pourquoi c'est important pour moi? Et puis que du coup, tu arrives à toi mettre tes limites. Parce que j'allais te demander, du coup, bah, en fait, à quel moment est-ce que tu sais quand tu sais que ça dépasse tes limites, bah, en fait, si tu sais pas quelles sont tes limites de base, bah, en fait, tu peux pas faire ce travail-là. Donc, en fait, ouais, il y a vraiment tout ce travail à faire toi-même avant, quoi, pour savoir où tu es, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que j'ai d'accord d'accepter ou pas. Enfin, je sais Et, pas. et de le communiquer. Elle le Et de communique. le communiquer. Ouais. Parce que si tu le gardes en toi, moi, je ne sais pas lire dans les pensées. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent lire dans les pensées. Donc, à partir de là, je pense que ça a le mérite d'être clair, au moins, si tu dis Mhm. quelles sont les limites. Mm. Ouais. Non, puis comme tu dis, bah, finalement, il y a plein de fois où on se dit, il a bien vu que j'étais fâchée ou il a bien vu que non, 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 je vais pas répondu à ses messages, je sais pas quoi. Puis en fait, la personne, elle a sûrement même pas, enfin, elle a même pas remarqué. Enfin, ouais, c'est vrai C'est que, ça, c'est vrai. mhm, Mhm. ouais, de clarifier, communiquer. Mhm. Euh, La communication, c'est un grand thème. Et puis, on est, moi, je le vois aujourd'hui dans les cultures, etc. C'est qu'on a tous d'une manière différente de communiquer. Et rien que chez nous, hommes-femmes, c'est déjà deux manières de communiquer. Donc, voilà, il faut parler. Je pense qu'il faut parler. Puis il faut savoir, c'est un cheminement. Il faut être bienveillant avec soi-même. C'est pas tout de suite. ouais. Faut apprendre. Et puis, ça, certaines Mhm. personnes prendront plus de temps que d'autres. Mais c'est vrai, comme tu dis, bah, communiquer rien que sur pourquoi c'est important pour toi, ça, c'est quelque chose que je dis souvent à mes coachés quand elles me disent, ah, mais bah, des fois mon copain, mon mari, il a de la peine à comprendre pourquoi je fais ça, etc. Puis c'est vrai que je lui dis, mais tu verras que si tu parles juste, ben, pourquoi c'est important pour toi, pourquoi tu t'es lancé là-dedans, ben, souvent ça va tout de suite débloquer parce que la personne, c'est, voilà, a priori, elle t'aime et puis elle veut te soutenir dans ta démarche et puis que, voilà, c'est juste voilà, de communiquer sur le truc, ben, souvent ça fait un peu l'effet ben, de calmer la situation et puis que l'autre, il ait vraiment aussi ce temps de parole, qu'on l'écoute parce que je pense qu'il y a aussi des fois ce sentiment, on se sent pas écouté, quoi. Je sais pas par rapport aux Clairement. petites situations que vous aviez reçues. Est-ce qu'il y avait encore quelque chose que vous vouliez parce qu'après on a un peu changé de sujet du coup, mais Non, je pense que, Je sais pas, non, je Stéphane, tu as pense encore qu'on un a, élément que tu après, aimerais on pourrait apporter? en parler pendant 2 heures, hein. Il y a plein d'éléments. Un thème qu'on avait déjà finalement abordé, hein, qui était sorti, c'était cette notion de la privation, en oui. fait. Et donc ça, je pense qu'on a déjà pas mal parlé. Et peut-être ce que je peux encore dire par rapport à ça, c'est que
Euh, je me souviens d'une personne pour partager ça qui m'a dit, bah, je vais me mettre au régime dans quelques temps, Mhm. je sais plus si c'est 15 jours, 3 semaines. Donc, je profite maintenant Mhm. de beaucoup manger, enfin, Ah ouais. entre guillemets, d'être dans l'excès, parce que rien que là, tu vois le mindset en disant, bah, je vais me priver, donc forcément, c'est pas forcément du bonheur. Alors, Ouais. évidemment il y a des choix qui sont importants et puis que on le fait pour notre bien, mais là, on risque de tomber ce qu'on appelle dans le cycle des restrictions excès. Ça veut dire qu'il y a une phase où tu te prives, donc tu es dans la restriction. Après, Arnaud parlait tu commences à accumuler finalement la frustration. Après, tu tombes dans l'excès parce que mince, j'ai envie de ça et tu retombes. Puis après, tu culpabilises et tu repars dans la restriction. Et en fait, c'est un cercle infernal. Mhm. Donc là, il y a une notion il y a une crainte de tomber là-dedans, je pense, Oui. clairement, est légitime. Et ça vient, je pense, en partie aussi, justement, parce qu'il n'y a pas ce décodage aussi des croyances par rapport à soi, par rapport aux autres. Et puis peut-être que dans la manière d'aborder, c'est possible aussi que la personne soit peut-être trop ambitieuse au départ. Mhm. Mhm. Donc, c'est aussi qu'est-ce que je me dis? Je vais devoir me restreindre ou je dis, je fais un choix de revoir ma manière de me nourrir, par exemple, tu vois, ou de mon Mhm. assiette, quoi, tout simplement. Mhm. Ça fait toute la différence. Mhm. Ça fait toute la différence. C'est Mais on ça. en avait déjà parlé, donc, mais c'était un des éléments, Oui, c'est un des effectivement. éléments. Ouais, Ouais. ça marche. Aussi quelque chose qu'on a déjà abordé, mais les techniques simples pour déconstruire en fait ces croyances limitantes. Donc, tu as parlé des étapes, donc bah voilà, la prise de conscience, visualisation, etc. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais encore, parce qu'on en a déjà un petit peu, qu'on a déjà un peu évoqué, mais je sais pas si tu avais d'autres tips ou bien d'autres choses ou bien un autre angle que tu voulais développer par rapport à ça. Tu poses la question à moi ou à Arnaud? Alors, Ou- je sais pas qui c'est du coup qui avait envie d'y répondre, mais Bah, je crois qu'il y a... Bah, je pense que vous trouverez, Vas-y, c'est moi, Arnaud. il y a des éléments que vous trouverez dans le e-book qu'on va vous transmettre, qui va aussi plus en détail. À titre personnel, là, je parle pour moi. Moi, j'aime bien écrire. Et moi, j'ai un petit carnet noir qui est à côté de moi, là, et puis, je note dedans tout ce qui me passe par la tête parce que ça me permet de sortir. Et d'après, de relire et de prendre conscience. En fait, pour retourner sur ce que Stéphane disait, moi, l'écriture m'aide beaucoup. Donc, ça, c'est un truc que je fais. Après, c'est pas le truc à faire, mais c'est un truc qui m'aide beaucoup, moi, c'est écrire, en fait. Ça me permet de sortir mes pensées. Tu sais, comme Dumbledore avec la pensine, il prend puis il met dans le truc, ben, moi, ça, le carnet m'aide à sortir. Ouais. Non, j'ai pas de pensine, malheureusement. J'ai pas de boule de voilà, cristal pour pour répondre à profiter, ouais, Sylvie qui dit, oh, vous avez pas c'est de boule de, normal. j'ai pas de boule. Stéphane, je t'ai Ah, coupé avant, désolé. c'est OK. Peut-être si on cherche des outils ou des techniques, alors après chacun sa méthode, hein. Personnellement, je suis plutôt dans la mentalisation et dans la représentation visuelle parce que c'est un mode de fonctionnement que j'aime bien. Donc je suis beaucoup dans l'introspection. Je pense qu'un des éléments, c'est quand même l'introspection, comprendre plus on se connaît, Mm. plus on va pouvoir trouver aussi peut-être des pistes pour changer simplement notre manière de penser par rapport à nous, d'identifier les pensées qui nous aident et puis les pensées qui nous desservent, quoi. Voilà. Et je pense que ça commence par là, mais chacune et chacun devra trouver euh, sa manière de faire qui lui correspond. Il y a heureusement d'ailleurs, quelque part, il n'y a pas une méthode universelle. Par contre, il y a une palette de choses. On peut faire de la pleine conscience, même de la pleine conscience alimentaire. Moi, j'aime bien aussi, moi, je pratique ça aussi, c'est le journal de gratitude, par exemple, de plutôt se concentrer sur ce qu'on a que sur ce qu'on n'a pas. Ça évite de se focuser sur le manque. Ce sont des choses qui fonctionnent très bien, quoi, Mhm. par exemple. Ok, top. Ouais, c'est des super petits conseils. Et puis, je suis sûre que ça va parler à plein de monde. Déjà, il y a plein de monde là surtout Sylvie, merci, qui répond et qui réagit par rapport à ça. C'est trop top. Donc, par rapport à quelqu'un, par exemple, qui commencerait justement à prendre conscience de ses croyances limitantes gentiment, ben, peut-être suite à la lecture de l'e-book ou bien suite à ce live ou comme ça, est-ce que vous auriez des conseils à donner à cette personne-là concrètement?
Alors, si elle commence à prendre conscience, je pense qu'il faut suivre le conseil d'Arnaud, c'est de les écrire. Hmm. Et puis, moi, je ferai deux colonnes. Je Ouais. ferai la colonne je dirais des croyances que je considère comme limitantes. Et dans la colonne, par exemple, à gauche, et puis la colonne de droite, tu réécris les croyances pour qu'elles viennent aidantes. Du type, bah, Hmm. j'y arriverai jamais, je vais me donner les moyens, ou je vais commencer par ceci ou cela. Tu vois, c'est, je m'autorise à, etc. Mais vraiment des choses positives et de les travailler parce que Hmm. c'est ça qui va faire la différence. Donc, ça demande du temps, Hmm. mais si tu n'as pas conscience, tu ne vas pas changer. Donc, tu as posé la question, à partir du moment où tu prends conscience, c'est une excellente nouvelle, c'est le premier pas. Il suffit de faire les prochains. Et Mhm. les prochains, c'est de transformer ses croyances. Et ça prendra du temps. Hein. C'est pas quelque chose qui, voilà, parce que tu as pris conscience, voilà, ça va changer. Et des fois, on retombe dans les anciens travers, notamment quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on a des phases de vie plus compliquées. On tombe facilement dans les travers parce que ce sont des automatismes. Mhm. Et donc, ça nous demande beaucoup moins d'énergie à notre cerveau d'aller dans les automatismes que dans les nouvelles habitudes. Et en même temps, c'est possible. Mhm. Mhm. Je vois qu'il y a quelqu'un, Zaramona38, qui dit que malheureusement, elle arrive où il arrive trop tard, que c'est un sujet ou des sujets qui l'intéressent. Alors vraiment, il n'y a aucun souci. Tu vas pouvoir regarder en replay le live sur mon mur. Donc vraiment, faites-vous plaisir si jamais vous voulez regarder encore une fois. Vous pouvez l'écouter en mode podcast dans votre voiture aussi, il n'y a pas de souci. Et puis du coup, ben, Stéphane Arnaud, s'il y a quelqu'un qui a envie d'aller plus loin par rapport à tout ça, et vraiment, ben, vous avez parlé plusieurs fois de l'importance et puis du bénéfice vraiment d'être accompagné pour faire ce chemin. Du coup, ben, où c'est qu'on peut vous retrouver? Qu'est-ce que vous pouvez proposer comme type de suivi? Dites-nous tout ça. Bah, nous, on est sur les réseaux sociaux avec Centre Ciel sur Instagram. Bah, je pense que tu nous as tagué, donc les gens peuvent nous suivre un peu sur Instagram, un petit peu sur Facebook. Bon, voilà. Mais notre réseau principal, on est sur LinkedIn, principalement, on va dire, on développe pas mal, et sur YouTube. Maintenant, on a commencé à mettre notre chaîne YouTube où on va poster des podcasts où on invite des gens pour parler de sujets divers et variés en lien avec le leadership, l'intelligence émotionnelle, les émotions, etc. On a sorti notre premier sur la frustration, et vendredi, on va faire un autre podcast sur la masculinité et les émotions. Donc ça va être aussi, je pense, très intéressant de travailler sur, enfin, de partager d'une certaine manière sur ce sujet-là. Notre objectif, c'est vraiment d'amener de la valeur à notre communauté aussi sur cette thématique qui est, à mon avis, Mhm. universelle, qu'elle touche tout le monde, et qui pourrait être bénéfique, que tu sois cadre, que tu sois maman à la maison ou peut-être à la retraite, c'est égal. Je pense que les émotions, tu en auras toute ta vie et elles vont t'accompagner. Donc voilà, c'est un peu les Mhm. réseaux sur lesquels tu nous retrouves. Et je pense que Stéphane, il peut dire un peu plus sur la formation, tout ce que le site internet et tout Ouais, ça. alors rapidement, ben, déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous avez l'intérêt, vous pouvez aussi passer par Fanny pour le e-book qui va vraiment c'est vraiment été inspiré par notre échange et il a été créé dans ce but-là aussi d'amener, il y a une cinquantaine de pages quand même, Super sur con. la notion d'alimentation, peur et croyances limitantes, donc avec des outils, des techniques, etc. Maintenant, on a un site internet qui est ciel-ie.com, ciel-ie pour intelligence-émotionnelle.com, qui on va en train de le refaire complètement. Donc en janvier, on aura un nouveau site qui va être aussi plus représentatif de tout ce qu'on fait, en l'occurrence. Et on décrit justement la formation de base qu'on propose, qui est le pouvoir de l'intelligence émotionnelle, qui est une formation qui peut se faire en ligne, on fait 100% en ligne, avec un accompagnement personnel aussi intégré, avec un profil de quotient émotionnel aussi. Donc, on travaille avec un outil psychométrique pour justement mesurer les 15 compétences qui font partie de l'intelligence émotionnelle. Et puis, on a d'autres formations qui s'appellent Au cœur des émotions. On a une formation sur l'assertivité, qui est un mot que pas tout le monde connaît, mais qui est en fait oser s'affirmer. Je dis Mhm. toujours ni hérisson ni paillasson, oser dire les choses sans être dans l'agressivité. Et puis, une autre formation qui est Observe, qui est un ensemble d'outils et de techniques, et d'autres qui sont déjà dans le pipeline. Voilà pour l'essentiel, c'est là où vous pouvez nous trouver. Et on propose aussi aujourd'hui un code promo pour
les 10 premières personnes qui s'adresseront à toi, Fanny, où on propose, qui ont envie de suivre, ou qui ont suivi ou qui vont suivre ça, un 10% de réduction sur la formation, le pouvoir de l'intelligence émotionnelle, qui commence, en fait, la prochaine session commence au mois de janvier, le 2 janvier. Voilà. Donc, il y a le temps pour s'inscrire Il y a le et temps. vous êtes accompagné. Voilà. Individuellement. Trop bien. Trop bien, trop bien. Franchement, vous avez une palette d'offres qui est vraiment géniale. Allez les suivre sur Instagram. Vous avez vu, ils savent de quoi ils parlent. C'est passionnant. Et je pense que vraiment, on a tous du travail à faire là-dessus, mais vraiment. Et c'était vraiment un plaisir de vous suivre. Il y a Sylvie qui demande la durée de la formation. Alors, je peux répondre, c'est 2 mois, Mhm. c'est 12 heures réparties sur 2 mois. Voilà, 12 heures à peu près de formation en ligne et 12 heures et accompagnement, hein, puisqu'on accompagne aussi individuellement. Et puis à peu près le même temps de travail à titre individuel, parce que le but, c'est pas seulement de raconter les choses, c'est de le mettre en pratique, de l'expérimenter. Voilà. Mhm. Donc une douzaine d'heures sur 2 mois. Ouais. Bah, après, je pense que peut-être vous faites enfin, vous pouvez répondre à leurs questions Ouais. et tout plutôt sur Bien sûr. Instagram, ça, ou bien via votre site. C'est quoi vous avez quelque chose de préférence? Alors, ils peuvent écrire sur formation@ciel-ie.com. Ils peuvent écrire sur Insta. On a un message, on répondra quoi qu'il en soit, D'accord. sans autre. Ouais. Parfait. Trop bien. Alors, Et puis peut-être excuse-moi. pour Sylvie, peut-être pour Sylvie, juste dire, pour Sylvie, il y a la seule où tu es seulement lié, c'est t'as 4 séances en ligne avec nous où on va vraiment t'accompagner, on va être en classe avec tout le monde, tous les participants. Donc ça, c'est les points où toi tu es Je lié. gère Le comme reste, tu es libre et tu avances ouais. à ton rythme. Ouais, donc c'est cool. Puis c'est quand même accompagné, quoi. Ça, c'est sûr, c'est hyper important parce que on sait aussi que combien de fois on a acheté de ces formations où c'est en autonomie à 100% et puis en fait, Mhm. après avoir suivi 2 modules, on s'arrête là. Donc, c'est cool d'avoir vraiment ce cadre aussi qui est là, quoi. Mm. Donc, ben, n'hésitez pas à me contacter pour bénéficier de vos 10%. N'hésitez pas à me contacter aussi pour l'e-book. Et du coup, après, moi, je vous transmettrai directement le lien où vous pouvez le trouver. Et allez, du coup, ben, faire connaissance encore plus avec Stéphane et Arnaud, qui sont vraiment géniaux. Et puis, comme je vous ai dit, que c'est des experts dans ce qu'ils proposent. Et je vais directement mettre sous ce live ben, les endroits où vous pouvez les suivre. Et puis, ben, moi, je vous remercie encore, messieurs, d'avoir passé cette soirée avec nous. C'était vraiment super intéressant. Merci Plaisir. pour tous les tips, les choses concrètes qu'on a parlé. Et puis, bah, je suis vraiment super contente aussi pour les personnes qui me suivent, qui vous suivent, de pouvoir bah, voilà, transmettre ces choses qui, à coup sûr, vont les aider, quoi. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi d'avoir nous avons l'opportunité de Et venir. merci C'était aux cool. personnes qui nous ont suivis ce Oui, soir et pour merci ceux beaucoup. qui vont nous voir et nous découvrir Oui, post-soirée, quoi. ouais, Ouais. merci pour vos questions. Merci, ouais, merci d'avoir été là. Et puis, ouais, super. Vraiment un super live. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée tout le Bonne monde. soirée. Bye bye. Ciao.